On va commencer avec Pierre Annuil, bonjour. Vous êtes fondateur de Blitzer. Un mot sur Blitzer peut-être ? Bon, très vite, c'est une start-up donc bordelaise, qui est basée à Pessac, qui s'est fait connaître au début par une offre grand public, une plateforme de découverte musicale. Et aujourd'hui, on recentre l'essentiel de notre activité sur le traitement, l'enrichissement et l'harmonisation des métadonnées musicales. Et on vend nos solutions donc aux acteurs de la musique numérique et des médias connectés. Parfait. À votre gauche, Jocelyn Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes product manager chez Deezer. Bon, Deezer, tout le monde connaît, mais vous pouvez nous en faire une rapide présentation. Deezer, donc, c'est un service de streaming musical, peut-être bientôt vidéo, on ne sait pas, mais musical essentiellement, voilà, qui a presque 10 ans maintenant. On avait presque un scoop là, sur le streaming vidéo. Non, je tease un peu. Mais à votre gauche, Mathias Robin. J'ai bien prononcé. Vous êtes associé fondateur de Cymbals. Un petit mot sur Cymbals ? Oui, une start-up bordelaise aussi à Talence, sur Talence, qui développe des logiciels pour l'industrie de la musique numérique, notamment de reconnaissance de la musique, donc tout ce qui est fingerprint pour les droits d'auteur ou pour la recommandation musicale. On aura l'occasion d'en... Parfait. À votre gauche, toujours, Florent Tellet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du RAMA. Alors, qu'est-ce que le RAMA pour les non-initiés ? Réseau Aquitain des musiques actuelles, qui est un regroupement d'acteurs de la musique, soit des salles de spectacle, des festivals, des écoles de musique, centres de formation, radios associatives spécialisées, etc. Donc, on travaille sur l'intérêt général et la structuration de la filière. Parfait. Et puis, pour terminer cette photo de famille, on va dire, des métadonnées, nous avons Philippe Astor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant et donc vous vous intéressez à ces sujets ? Oui, plus que ça. Disons, j'ai été longtemps collaborateur de Musique Info, qui était un magazine professionnel sur l'industrie musicale et notamment on veille sur tout ce qui est tous les aspects numériques du music business, quoi. Donc depuis une quinzaine d'années en gros, et je suis un ancien de la presse informatique et économique, etc. Donc, voilà. Bon, très bien. On a un panel extrêmement varié pour traiter ce sujet. On va peut-être commencer par Pierre. Alors je ne sais pas si vous voulez rester à votre place ou si vous voulez me rejoindre en centrale. On va peut-être vous confier, Pierre, la délicate mission de nous donner peut-être des éléments de contexte sur le sujet des métadonnées. Moi, j'ai discuté récemment avec un spécialiste de l'automobile, c'était même la semaine dernière, qui me disait, dans l'automobile, la data, c'est le nouveau carburant. Alors, dans la musique, la data, c'est quoi ? La nouvelle clé de sol ou Les métadonnées, c'est carrément l'or noir, de la musique en régime numérique. Très bien, on vous écoute. Alors, bon, je vais adapter un peu cette présentation, donc... je vais commencer, voilà. Bon, j'ai un petit peu parlé de Blitzer, j'y reviendrai. Là, l'objectif, succinctement, c'est de présenter un peu les problématiques connexes, propres aux métadonnées. Alors, effectivement, les métadonnées, c'est au premier abord un enjeu, une problématique qui paraît pour le moins cryptique, surtout si je vous livre de but en blanc, en anglais qui plus est, ce style de définition. Alors, vous allez voir... C'est pas la peine d'être un technicien de haut vol pour saisir ces enjeux, qui sont des enjeux techniques, certes, mais on verra derrière, je pense que Philippe en parlera, qui sont aussi des enjeux politiques et culturels. Bon, il n'échappera à personne que la musique a été méchamment disruptée par le numérique et que si la révolution numérique a eu lieu, elle a d'abord et surtout été une révolution musicale. Et aujourd'hui, on a un écosystème complexe, une chaîne de valeur qui se recompose. Et au sein de ce nouveau paradigme, de ce basculement des usages vers le numérique, eh bien, le numérique est source de création de valeur. Et donc, dans ce contexte, c'est assez facile de comprendre que les métadonnées musicales sont le levier de croissance de la filière. Comme je disais, c'est vraiment le carburant, c'est à partir des métadonnées qu'on va pouvoir développer les expériences musicales pertinentes d'aujourd'hui et surtout de demain. Et ce sont elles qui vont délimiter le périmètre de la filière musicale en régime numérique. Mais alors, de quoi parle-t-on au juste ? C'est très simple. Finalement, les métadonnées, ce sont l'ensemble des informations relatives à un objet. Alors quand je parle d'objet, ça peut être une œuvre, un artiste, un groupe, qui permettent d'identifier de manière unique cet objet. Autrement dit, les métadonnées, c'est l'ADN de la musique en régime numérique. C'est ce qui rend la musique audible et c'est ce qui rend sa monétisation possible. Autrement, sinon, ça serait un simple fichier son perdu dans les limbes des 1 et des 0 de l'Internet. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes familles de métadonnées. Simplement, et là je vais lire un peu, je vais essayer de faire une définition un peu opérationnelle et un peu lourde pour comprendre comment marchent les métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont des données sur les données qui vont permettre d'identifier, de rechercher, de gérer,
de comprendre, de décrire, de qualifier, d'enrichir ou d'analyser les contenus. Autrement dit, les métadonnées musicales sont indispensables au référencement d'une œuvre et à sa valorisation. Et leur maîtrise, leur expertise vont surdéterminer la croissance de la filière musicale. Alors, une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est que si des progrès ont été faits en matière de métadonnées, il y a encore pas mal de boulot, comme l'illustre un peu cette slide. C'est-à-dire, le problème des données, c'est qu'elles sont siloisées, elles sont éparses, elles sont incomplètes, voire complètement erronées. Alors, je vais aller très vite pour gagner un peu de temps, mais dans les slides qui suivent, je vais vous montrer des exemples types de problèmes qu'on peut rencontrer avec les métadonnées. Alors, premier problème de translittération, comment passer de l'alphabet cyrillique grec à l'alphabet latin en prenant l'exemple de Demis Roussos, que vous aurez tous reconnu, j'espère. Ensuite, problème de variation de nom avec Jimi Hendrix ou de mauvaise orthographe. Donc là, Jimi Hendrix, avec les deux variations, c'est un exemple topique d'erreur qu'on retrouve souvent. Problème de doublon, de normalisation de nom. Là, on voit que Pink, on a deux profils d'artistes selon que vous écriviez Pink avec un I normal ou que vous remplaciez le I par un point d'exclamation à l'envers. Et autre problème aussi, et alors qui est assez gigantesque, qu'on appelle les problèmes d'homonymes. Donc là, tout le monde connaît le groupe grunge Nirvana de Seattle des années 90, mais il y avait aussi un groupe britannique de la fin des années 60. Et en général, au hasard des services de musique en ligne, il n'est pas rare de trouver les discographies de ces deux artistes éclatées ou mélangées. Alors, comme on l'a vu, les métadonnées, c'est vraiment le ciment, c'est ce qui va permettre la production des expériences musicales d'aujourd'hui et de demain. C'est un problème qui est techniquement très difficile. Aucun acteur de la filière, surtout les acteurs dominants, n'aura les clés pour résoudre ce problème. Depuis peu, il y a un champ d'expertise relatif aux métadonnées qui émerge, qui est en structuration et en évolution très forte. Et si c'est un enjeu technique, c'est aussi un enjeu aussi politique. Et on peut regrouper 4 grandes familles d'enjeux liés aux métadonnées. D'abord, en ce qui concerne le tracking et la meilleure rémunération des créateurs. En ce qui concerne aussi l'exploitation des catalogues ou des offres. Troisième point aussi, c'est tout ce qui est référencement et problématique de diversité culturelle. Et quatrième point, c'est tout ce qui est les usages, expériences utilisateurs en matière de musique numérique. Alors, est-ce qu'on va tous mourir sous le datageddon, le datapocalypse? Non, certainement pas, parce que voilà, la preuve avec ce panel, des solutions existent. Alors, le vrai problème aujourd'hui, presque le nerf de la guerre, c'est que, là j'ai déjà mentionné, ces métadonnées, elles sont siloisées, toutes ces données sont éparses, et l'enjeu, ça serait de créer une véritable interopérabilité ou un répertoire global mondial, ça c'est le Saint Graal. Peut-être qu'on en parlera au cours de discussion, c'est techniquement très difficile, mais il y a aussi certaines réticences d'ordre politique, avec des logiques de rente et de préservation de rente, qui étaient propres à l'industrie de la musique, ça je vous en prends rien. Mais pour en revenir un petit peu à notre activité et à Blitzer, nous justement, cet enjeu d'interopérabilité de la musique, c'est vraiment notre mission. Nous, on s'est fixé comme objectif, comme motto, comme raison d'être, voire de vivre, de réunir, d'unifier toute la musique grâce à ce qu'on appelle notre magic sauce, donc les technologies sémantiques. Alors, l'idée est très simple. Comment on fait? On a créé un identifiant unique universel de la musique qui nous a permis de constituer une des plus grosses bases de données au monde dédiée à la musique et qui est accessible à travers notre API, notre interface de programmation. Et donc à ce jour, nous disposons de 50 millions de chansons, 4 millions d'artistes, 7 millions d'albums, 850 000 labels, 1300 genres musicaux, 600 000 biographies multilingues et à peu près 5,5 millions d'images. Donc voilà, succinctement, puis je vais laisser la place aux panélistes, la problématique à grands traits des métadonnées et voilà une des manières de gérer ce problème. Merci beaucoup Pierre, c'était très clair et parfaitement dans le timing, donc c'est deux qualités pour cette première intervention qui nous a permis de cadrer un petit peu le propos et la définition de ces métadonnées. On va peut-être enchaîner avec Jocelyn de Deezer qui va nous faire partager son expérience, comment Deezer s'empare de cette thématique cruciale donc des métadonnées. On vous écoute. Merci. Alors, en fait, moi, la problématique qu'on m'a demandé de résoudre, c'est à quoi servent
les métadonnées. Donc comme l'a dit Pierre, la métadonnée, c'est une donnée à propos d'une donnée. Et dans notre cas, elle nous sert à qualifier le catalogue qui est le cœur de Deezer. Donc le catalogue, il est composé d'albums qui sont eux-mêmes divisés en pistes. Et à chaque artiste, à chaque album, chaque piste peuvent être associées des données. Donc ça va du nom d'artiste au producteur, en passant par le studio, d'enregistrement, le genre de l'album ou des tracks, les instruments qui ont été utilisés pour l'album, l'année de production, l'année de sortie, les paroles, les partitions, voire même l'origine des samples, la biographie de l'artiste, l'histoire de l'œuvre, et pourquoi pas les influences, la muse de l'artiste s'il en a une. Enfin, on peut vraiment élargir au maximum. Et en fait, pour Deezer, se doter donc du maximum de métadonnées, ça revient à suivre la maxime socratique « connais-toi toi-même ». Donc j'ai pris cette pirouette un peu amusante, simplement pour expliquer que Deezer a un catalogue qui est gigantesque, et c'est très très important pour lui de savoir le qualifier, parce que l'effet immédiat des métadatas, c'est qu'elles créent des liens entre les différents éléments du catalogue et qu'elles donnent du relief à la navigation. Imaginez que vous soyez à la FNAC, mais qu'il n'y ait pas de nom dans les rayons que vous traversez. Vous ne savez pas où vous êtes, rayon philo, rayon manga, vous ne savez pas. Et bien, si Deezer ne sait pas qualifier en fait, son catalogue, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est une expérience qui peut être potentiellement très très décevante. Alors, les métadatas, nous, on les divise en 4 catégories. Les métadatas catalogues, qui sont sur le contenu lui-même. Les métadatas user, donc c'est sur les utilisateurs et tout ce qu'on peut capter comme information sur les habitudes d'écoute, sur ce qui est streamé, à quelle heure, etc., les genres. Ensuite, il y a les métadatas de droit. Alors ça, c'est un petit peu plus obscur. C'est principalement pour reverser les contenus, pour savoir sur quel territoire sont disponibles les tracks, les paroles, etc. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les métadatas calculés. Ça, c'est un champ immense en niveau R&D. C'est ce qu'on obtient par l'analyse du signal lui-même, donc avec toutes les technologies, notamment de fingerprinting. Mais au-delà donc, de cette catégorisation qui est un peu scolaire, l'intérêt, c'est juste de se dire une métadata, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un artiste ou sur son œuvre. Donc ça nous incite forcément, chez Deezer, à adopter une approche qu'on peut dire user-centrique, dont l'enjeu est de rapprocher l'utilisateur de son médium et, dans un second temps, des artistes qui l'écoutent. Or, sans metadata catalogue, donc c'est-à-dire sans qualification du catalogue, on n'a pas de metadata user. Il faut qu'on soit capable de comprendre ce qui l'écoute. Il faut que ce qui l'écoute soit qualifié pour qu'on comprenne ce qu'il écoute. Donc, pour Deezer, ça permet à son utilisateur de se connaître dans un premier temps, et ensuite à Deezer de connaître ses utilisateurs. Donc, c'est vraiment en 2 temps, en fait. Donc, l'idée, c'est d'offrir à l'utilisateur une expérience qui donne du relief à ses goûts, à ses écoutes, et qui lui donne une meilleure compréhension de ses habitudes. C'est une écoute active, donc c'est l'approche qu'on dit MOD, Music on Demand. Et ensuite, c'est de lui proposer ce qu'il est susceptible d'aimer, sur le modèle de la recommandation, en croisant les métadatas catalogue et les métadatas user. Donc c'est une approche lean-back, dite programmatique, qui peut nous permettre de créer des smart radios, par exemple, ou des choses qui sont basées sur les goûts des utilisateurs. Alors, j'aimerais élargir un peu la question en me demandant, est-ce que Deezer peut devenir un nouveau disquaire ? La réponse, c'est oui, potentiellement, si son catalogue est ordonné, donc s'il est correctement qualifié. Et ensuite, si les métadatas catalogues sont accessibles facilement, c'est-à-dire si elles sont affichées et si sur le site, il est facile de comprendre où on se situe. Donc cet enjeu, il existe en 2 temps. D'abord, c'est construire un outil pédagogique qui offre à l'utilisateur une compréhension de ses écoutes. Ça lui permet en fait de s'approprier sa librairie musicale. Ça encourage la navigation au sein du catalogue. Et ensuite, c'est de croiser les métadatas pour comprendre ce qu'un utilisateur est susceptible d'aimer. Donc si Deezer s'appuie sur ces métadatas, il peut aussi parler à son utilisateur. On peut imaginer un dialogue avec des notifications du type « Cette œuvre a 20 ans aujourd'hui, pourquoi vous ne la réécouteriez pas ?» ou « Aujourd'hui, tel artiste fête son anniversaire, etc. » Si on a ces informations, on peut créer du lien avec l'utilisateur et créer un lien entre l'utilisateur et l'artiste qui l'écoute. Très bien. On va conclure, si c'est possible pour vous, Oui. dans une une petite minute. D'accord. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'un catalogue rempli de métadatas rapproche l'utilisateur, notamment si on ouvre les dates de concert, c'est quelque chose qui est un fort potentiel.
voilà, les dates de concert, ça peut être une métadonnée, par exemple. Donc si on sait que un utilisateur a mis en favori tel artiste, on peut lui expliquer que dans une ville où il est, donc ça c'est une métadata user, on peut lui dire, voilà, aujourd'hui en ville, tel artiste est arrivé, vous pouvez aller le voir, etc. Donc, bon, pour conclure sur ces métadonnées-là, difficile de conclure comme ça, mais je voulais simplement renverser la question. C'était en quoi les métadatas sont utiles à Deezer, mais en quoi Deezer est utile aux métadatas. Il y a tout un travail en fait, qui s'opère au sein de l'équipe catalogue qui consiste à cleaner au maximum le catalogue de ces métadonnées, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont bonnes et gonfler chaque jour voilà, toutes les métadatas associées. À titre d'exemple, je vais vous donner quelques chiffres. Chaque jour, 20 000 tracks sont livrés, donc c'est un travail qui est assez considérable. Et aujourd'hui, le catalogue de Deezer, c'est 40 millions de tracks, par exemple. Donc l'utilisation des métadatas, et notamment leur propagation, c'est un vecteur de cleaning. Donc voilà, pour conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jocelyn. C'était très clair, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le témoignage d'un des plus grands catalogues de streaming en ligne. Merci encore. On va passer à Mathias pour Cymbals, avec le même exercice, malheureusement toujours trop court, mais voilà, bonne intervention Mathias. Merci. Donc, d'abord, je vais vous présenter Cymbals vite fait. Cymbals, c'est une entreprise donc, technologique de l'université. Alors, il y a la voilà, télécommande. Donc après, c'est le vert. Voilà, qui vient de la recherche universitaire. Donc, avec l'analyse du signal, en effet, donc fingerprint, et puis la recherche dans les grandes bases de données. Donc aujourd'hui, chez Cymbals, on ne traite que des métadonnées. Dans le sens où on a accès, alors comme tout fingerprinter, on a accès à des bases de binaires de musique, mais on place nos algorithmes là-bas et on rapatrie que le résumé de ces musiques et les indicateurs, toute la collection qu'on peut faire autour de la musique. Comme si vous mesuriez le nombre de A, de B dans un livre, c'est ça que vous stockez et pas l'œuvre elle-même. Donc chez Cymbals, on a 3 dimensions. On pourrait rajouter bientôt le ticketing ou des choses comme ça qui peuvent se rapprocher plus de la problématique festival. Mais c'est la collecte d'abord de données sur la musique, donc les catalogues fournis par les producteurs, les métadonnées donc fournis par les producteurs, les fingerprints qu'on calcule nous-mêmes pour retrouver la musique partout, et aussi le descripteur du contenu musical. Est-ce que c'est une musique plutôt énergique, un tempo élevé, etc. On calcule tout ça. Deuxième partie, la petite radio, c'est qu'on va chercher un petit peu partout, en temps réel, toutes les tendances sur la musique, qu'une musique est présente sur une playlist sport qui est très écoutée sur Deezer, ou qui passe sur Énergie, ou qui est sortie de chez Skyrock. Donc on a tout ça en temps réel, qui nous donne un petit peu un point de vue éditorial sur la musique qui est choisie de façon très dynamique. Et après, troisième partie, on a des logs, donc ça c'est des partenariats assez profonds avec des plateformes de streaming, où on a des logs qui nous sont livrés des utilisateurs de leur choix sur les catalogues mondiaux de musique. Et donc ça nous permet de donner un choix très dynamique sur la musique que l'on voit passer. Donc on identifie la musique dans les bases, on la retrouve sur les diffusions radio, etc. Et après on voit ce que les utilisateurs en pensent. Est-ce qu'ils en sont addicts? Est-ce qu'ils adorent? Est-ce qu'ils rejettent? Etc. Et là on voit des comportements notamment utilisateurs très très intéressants qui peuvent intéresser les festivals. On peut faire des programmations, avoir des contacts avec des festivaliers, leur annoncer un festival en fonction de leur addiction sur des artistes ou sur des programmations. On le fait déjà sur les playlists, par exemple. Donc, plusieurs dimensions chez Cymbals. On travaille, par exemple, avec la société Yacast pour la SACEM, donc tout ce qui est reconnaissance de la musique dans les discothèques, à la radio, à la télé, en France, en Allemagne et en Suisse. Donc, ça passe par nos algos, à un moment donné. Et pour détecter la musique qui est diffusée. Alors il y a plein de problèmes. Chez mon dernier slide, c'est tous les problèmes des métadonnées. Il y a plus de problèmes que de solutions. En effet, une surreprésentation des gros catalogues, des bases incomplètes, des métadonnées toujours incomplètes. On essaye de le faire du mieux possible. La partie analytics, c'est la deuxième partie chez Cymbals, c'est d'analyser tous les comportements très dynamiques. Donc passage radio, je vous ai dit, mais addiction des utilisateurs, rejet, la vie des titres, ça peut aller très très vite sur une plateforme de streaming. Vous pouvez adorer Guetta le jour de la sortie de l'Euro et le détester le lendemain parce que vous l'avez entendu 10 fois dans la journée. Ou l'inverse. Ou l'inverse. C'est vrai que c'est souvent. C'est parfois l'inverse. Donc tout ça donne des données conjoncturelles dans le sens où ça passe sur Énergie ou etc. et comportementales où les gens votent dessus.
Donc après, on peut loguer des musiques type album, playlist, où on dit, voilà, c'est un titre qui fait de l'audience actuellement sur les plateformes, qui va continuer à faire de l'audience parce qu'il y a de plus en plus de monde, de l'addiction qui est créée, on a envie de le réécouter, etc. Tout ça se mesure. On peut trouver, à partir de tout ça, c'est des métadonnées, donc plutôt user comportemental. On peut trouver ce que je n'ai pas, mais que les gens adoreraient que j'ai. Donc ça peut être calculé aussi sur un festival. Quel est l'artiste que j'ai manqué cette année, que j'aurais dû programmer pour augmenter de 15% ma fréquentation, des choses qui peuvent se prévoir. Donc sur les titres, on peut regarder, est-ce que le titre, quand on le présente, il va être refusé, accepté par un utilisateur. Plutôt, tout ça est moyenné. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité sur chacun individuellement. Donc les périodes de découverte du titre, les périodes de fin de vie du titre. On peut regarder donc en rouge ici, vous avez le passage le jour de l'Euro justement d'énergie du titre de Guetta, et derrière la découverte du titre sur les plateformes de streaming qui est montée à partir du moment où le titre a été exposé. Donc tout ça se mesure, tout ça ce sont des métadonnées qu'on met sur un titre et qui évoluent. Après il y en a un grand nombre, donc chez Cymbals on collecte un petit peu tout ça, les passages sur YouTube, les passages sur Twitter, etc., qui rendent les choses très dynamiques. Et la dernière partie de l'utilisation des métadonnées qu'on fait chez Cymbals, mais c'est juste pour illustrer ce qui est possible de faire avec, c'est après de générer de la donnée pour vous. Donc c'est le type Flow chez Deezer, mais ça peut être Pandora, la radio Pandora personnalisée aux États-Unis, 80 millions d'utilisateurs tous les mois, où on vous génère de la musique que vous allez aimer découvrir. Parce que tous vos amis qui écoutent les mêmes choses que vous ont découvert avant vous, parce que la musique passe en ce moment sur la radio et que forcément vous allez l'écouter. Donc il y a une alliance entre l'éditorial des radios par exemple et l'algorithme qui va trier tout ça et vous faire des propositions, pas toujours uniques. Donc on peut vous faire une proposition différente le soir et le matin. Vous pouvez nous indiquer par exemple que vous voulez être surpris et pas aller dans le mainstream. Moi je veux être surpris, donc là on va plutôt aller vers du bas et contenu, on appelle, etc. Donc on peut produire plein de types de radios grâce aux tags. Une radio mélancolique, une radio relax, etc. pour les enfants. Et donc je finis juste. Oui, je vous laisse conclure voilà, en 1 minute. Par les problèmes, même s'il faudrait là, je pense, 2 ou 3 heures pour chacun. Le problème des métadonnées, malheureusement pour les musiciens, c'est que les bases ne sont pas accessibles, ne sont pas libres, ce qui fait des verrous pour les industriels, mais ce n'est pas très bien pour la musique. La couverture, c'est jamais, les métadonnées ne couvrent jamais toute la musique. Il y a un gros problème, notamment avec les indépendants. On perd beaucoup de métadonnées. On a déjà reçu des disques durs entiers de maisons de disques où on nous a dit on nous a demandé ce qu'il y avait dans ces disques. Donc il a fallu reconstituer par fingerprint toutes les métadonnées. Il n'y avait plus rien, que les binaires, que les MP3. Les bases de données musicales de référence, par exemple pour l'identification, sont en général assez restreintes. Il y a beaucoup de problèmes de couverture et notamment j'encourage tous les indépendants, tous les petits artistes à regarder si leur musique est surveillée pour qu'ils touchent des droits. Bon, après, je vais vite. La confidentialité. Le dynamisme est souvent... Bon, c'est trop long. La fiabilité, les conflits. Là, on a vu ça avec Blitzer, bien sûr, qui s'attelle à cette lourde tâche. Et toujours avec une logique de fragmentation de toutes ces bases. Et tout ça est un peu perdu partout, avec plein d'intérêts croisés, politiques, économiques et difficiles. Très bien. Merci beaucoup, Mathias. On va enchaîner avec notre quatrième témoin. Il s'agira donc de Florent, pour le Rama. On vous écoute, Florent. Bonjour, j'ai pas de PowerPoint, donc vous allez juste m'écouter, désolé. Juste pour vous dire que nous, notre point de vue, il est du côté du territoire et du côté, ça a été évoqué juste là, des petits acteurs indépendants, du label indépendant ou du groupe émergent, etc., etc. Et de voir comment ce sujet-là, il est perçu par la filière musicale elle-même. Comment un territoire, une salle de spectacle, un festival, un label indépendant, etc., perçoit cette question des métadonnées. Et la première réponse que je peux vous faire, c'est qu'en gros, ils ne la perçoivent pas. C'est-à-dire que le morcellement qui a été identifié en termes de technologie, en termes d'acteurs du côté du numérique, on a à peu près la même chose du côté des acteurs du territoire. Le Rama, je le disais tout à l'heure, est un réseau qui regroupe une quarantaine d'acteurs sur l'ensemble du territoire aquitain et demain sans doute un peu plus largement. Et notre rôle à nous est d'aller à des endroits où nos adhérents ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller seuls. Donc on est un petit peu, pour le dire vite, un petit peu la structure de recherche et développement de nos adhérents. Et cette question du numérique, évidemment, depuis des années, suscite un peu notre intérêt. C'est déjà en soi
un sujet extrêmement divers, extrêmement complexe, avec les enjeux du streaming, les enjeux des droits, les enjeux effectivement des utilisateurs, etc. Donc, déjà un sujet que les acteurs avaient parfois un peu du mal à appréhender. Et à l'intérieur de ce grand champ du numérique, il y a un espèce de point, de triangle des Bermudes absolu, c'est la question des métadonnées. C'est-à-dire que quand on a ouvert ce chantier au niveau du Ramin, ce n'était pas une demande de nos adhérents, ils ne nous ont pas dit qu'il faut absolument que vous vous occupiez des métadonnées. On a été à cet endroit-là parce que justement, c'était un point noir, c'était une sorte d'angle mort de la réflexion de nos adhérents. Et on s'est dit qu'il y avait un sujet. Et il se trouve qu'on a trouvé en Blitzer un interlocuteur assez rapidement là-dessus pour creuser le sujet. On a tissé, évidemment avec l'accord de nos adhérents, un projet d'expérimentation avec Blitzer dont l'objectif était d'impulser un chantier, d'impulser une prise de conscience, d'impulser une formation des acteurs et d'impulser du coup une expérimentation sur des outils. Donc ce projet-là, qu'on a commencé à imaginer en 2014 et qui a débuté en 2015, a commencé à mettre en branle auprès de nos adhérents donc déjà une formation, une sensibilisation des acteurs de la filière, dont le terme métadonnées était complètement inconnu. D'où l'enjeu important de ce qu'on fait aujourd'hui. Cet enjeu pédagogique, il va aller jusqu'à la rédaction d'un livre blanc pour aider les différents acteurs de la filière à s'emparer des sujets. Et derrière, on s'est dit que pour faciliter l'acceptation, la compréhension, le réflexe, il fallait qu'on teste un outil expérimental. Donc il y a un widget, il y a 2 widgets même qui sont en production, on va dire, chez Blitzer, avec de notre côté une réflexion sur la question des usages, du design, de l'ergonomie utilisateur, etc. pour rentrer déjà dans cette première phase de sensibilisation et d'expérimentation avec les acteurs. La deuxième, c'est aussi de voir à partir de toutes les données qui peuvent être produites, les métadonnées, etc., comment on est capable aussi de penser la filière. On a beaucoup entendu aujourd'hui l'expérience utilisateur qu'on est capable de comprendre parce qu'on sait où il est, où il va, ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc., etc. Mais il y a aussi, du côté de la filière, aujourd'hui, combien il y a de production d'albums en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine bientôt, maintenant déjà, sur quelle typologie de musique, à quel endroit, sur quel type d'acteur, etc. Et là, l'enjeu, il n'est pas tellement de s'adresser à l'utilisateur, il est plutôt aussi de rentrer en dialogue avec les partenaires publics pour essayer de construire des politiques publiques et des stratégies territoriales adaptées. Donc ça, c'est un peu la deuxième phase du projet. Et je ne vous cache pas que quand on a commencé à aborder ce sujet-là avec nos adhérents, on a eu parfois des haussements de sourcils, parfois des sourires un peu crispés, et on s'est dit que quand on allait vraiment rentrer dans le dur avec eux, on allait peut-être avoir un sentiment un peu de rejet, ou en tout cas de méfiance sur ce sujet-là. Et il se trouve qu'on a commencé à dialoguer là-dessus avec nos adhérents lors de la dernière Assemblée Générale, et à notre agréable et très grande surprise, il y a eu un intérêt presque immédiat au sujet, parce que nos adhérents se sont aperçus très très vite de l'enjeu qu'il y a derrière ça. Et on savait que du côté de nos adhérents plutôt production phonographique, label indépendant, on savait que ce sujet-là allait être assez évident. Et on craignait que du côté des salles, des festivals, etc., ça soit moins précis, moins sensible, etc. Et en fait, il y a eu une accroche assez rapide sur pas mal d'enjeux. Le premier enjeu était évidemment un enjeu économique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est le carburant, c'est-à-dire qu'on est capable de mieux vendre du disque ou de mieux vendre du billet de concert si on est bien référencé, si les métadonnées sont bonnes, si elles sont bien articulées, etc. Donc l'enjeu économique était assez évident. Mais très vite derrière aussi, sont apparus d'autres enjeux. Un enjeu aussi éthique, c'est-à-dire que nos adhérents qui sont beaucoup tournés vers la question de l'intérêt général, etc., sont aussi très attentifs à la question de la redistribution des droits. Et que effectivement l'artiste touche bien les royautés qui lui reviennent, que le label indépendant ne soit pas oublié dans la chaîne de production de valeur, etc. etc. Et qu'on devait, en tant qu'ensemble d'acteurs de musique actuelle, être attentif à cet enjeu éthique-là. Mais aussi, ce qui a été assez surprenant, un enjeu de pédagogie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs, d'adhérents qui font de l'accompagnement de groupe, et ils se sont très très vite dit, mais ça veut dire que dans l'offre de services habituelle d'accompagnement de groupe, il faut qu'on commence à discuter de ça. Il faut qu'on sensibilise les groupes émergents tout de suite, immédiatement, pour que dès les premiers temps de leur vie et de leur carrière d'artiste,
il s'empare de cet enjeu des métadonnées et qu'il ne le fasse pas 10 ans après en essayant de rattraper le retard de justement on a oublié nos droits qui sont perdus quelque part sur YouTube et autres. Et puis, dernier enjeu, et je finirai presque là-dessus, c'est l'enjeu de la solidarité à l'intérieur de la filière. C'est-à-dire que les métadonnées sont morcelées, mais soyons aussi conscients que cette filière musicale, elle est aussi elle-même morcelée. On pense aujourd'hui festival, mais on pourrait penser salle de spectacle, et on pourrait penser label indépendant, etc., etc. Et ce dont se sont aperçus nos adhérents, c'est qu'effectivement, pour une salle de concert, qui évidemment est attentive à la survie des labels indépendants sur son territoire, et bien, quand elle fait passer un groupe de tels labels indépendants, elle a tout intérêt à bien gérer les métadonnées de sa billetterie pour que, évidemment, ça revienne aussi sur le label indépendant de proximité. Et donc, derrière les métadonnées, il n'y a pas qu'un enjeu technologique, il n'y a pas qu'un enjeu économique, il y a aussi un enjeu éthique et un enjeu de solidarité à l'intérieur de la filière. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce projet-là, il n'est pas que entre Blitzer et le Lorama, loin de là. Il associe une autre fédération régionale qui s'appelle la FEPIA, la Fédération des éditeurs et producteurs phonographiques indépendants nouveaux Aquitains maintenant. Et donc c'est bien le premier projet qui associe et une fédération du disque et plutôt un réseau de type spectacle vivant. Et donc on est en train de faire cette maison commune et cette réflexion autour des métadonnées. Les métadonnées permettent ça, cette convergence entre la scène et le disque. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Florent, pour ce témoignage de terrain, comme quoi les métadonnées ne sont pas que dans les hautes sphères, mais aussi sur des problématiques très locales. Donc c'est intéressant de le mettre en perspective. On va terminer avec le regard forcément indépendant de Philippe en tant que journaliste. On vous écoute sur ce sujet des métadonnées. Moi, je ferais bien deux petites précisions par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, je fais clairement la distinction en ce qui me concerne entre ce qu'on appelle les métadonnées et ce qu'on appelle les data, les big data. C'est vrai qu'il y a une problématique de métadonnées dans la musique qui est très claire. J'aime bien l'analogie, je vais faire l'analogie avec un moteur à explosion, par exemple. On disait que les métadonnées étaient l'or noir de l'économie du numérique. L'analogie que je fais, c'est que si on prend un Deezer, par exemple, admettons que Deezer c'est mon moteur, le catalogue de Deezer, les 40 millions de titres, c'est l'essence de ce moteur, et pour que ce moteur il tourne, il faut qu'il y ait de l'huile, et les métadonnées sont l'huile du moteur. Et je vais citer un exemple, par exemple, pour montrer, pour que ça percute bien dans votre esprit. Aujourd'hui, vous cherchez un artiste sur Deezer, vous avez sa discographie, vous pouvez écouter tout ce que vous voulez de cet artiste, toute sa discographie, mais imaginons, par exemple, vous ayez envie de faire un parcours dans le catalogue de Deezer qui soit d'écouter toutes les chansons qu'a écrit tel auteur français, par exemple, référencé à la SACEM, et vous allez taper le nom de cet auteur dans Deezer et vous n'allez rien trouver. D'abord parce qu'il n'a pas enregistré de disque, donc il n'a pas de discographie, donc il n'est pas référencé en tant qu'étant artiste-interprète d'un phonogramme, et puis c'est impossible de naviguer dans le catalogue de Deezer ou Spotify ou d'une autre plateforme de streaming par auteur, par exemple. Et donc, si vous voulez développer une application qui serait, par exemple, tous les grands auteurs de la chanson française dans les années 70, par exemple, c'est quasiment impossible. Vous ne disposez pas des métadonnées que vous pourriez interroger éventuellement pour mettre au point cette application. Ça me paraît assez important. La question des métadonnées, quand on parle de métadonnées, si vous parlez de métadonnées avec des professionnels de la musique, que ce soit des producteurs de disques ou des sociétés d'auteurs, par exemple, pour eux, ça concerne spécifiquement les données d'identification des œuvres qui vont permettre de tracer leur exploitation sur les réseaux et ensuite d'ordonner une répartition des revenus que cette exploitation a généré. Je dirais, c'est le moteur de la guerre, je dirais, si vous n'êtes pas rémunéré. Et aujourd'hui, on est dans un environnement dans le numérique où il y a une très forte déperdition de la monétisation. On le voit sur YouTube, où vous avez des vidéos qui peuvent avoir été vues 20 millions de fois, qui ont touché 500 € de droits, ce qui est absolument c'est pas tout à fait anormal. Et en fait, c'est pourquoi ? C'est parce que, d'une part, les métadonnées sont très mal référencées. On a très peu d'informations. Les métadonnées, ça va jusqu'à savoir quel est le sous-éditeur dans chacun des territoires où les vidéos ont été vues. Ça va jusqu'à identifier quels sont tous les ayants droit. Et sur un tube planétaire, par exemple, il peut y avoir 1000 ayants droit derrière à répartir. Et si vous n'avez pas toutes les données précises de qui sont ces ayants droit, jusqu'au dernier arrangeur de la dernière version enregistrée, vous ne pouvez pas répartir l'argent, et ça bloque des répartitions à un très haut niveau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'identifie pas tous les ayants droit d'une œuvre, on ne répartit rien.
YouTube commence à changer de politique à cet égard. Mais pour l'instant, quand j'ai identifié l'interprète, j'ai identifié éventuellement le label, j'ai identifié l'auteur, mais je n'ai pas le compositeur ou l'arrangeur qui a fait l'orchestration. Et donc, je ne peux pas répartir. Donc, tout ça, ça va dans le cash flow de Google, mais ça ne va pas dans les poches des ayants droit, en l'occurrence. Ensuite, il y a toute la problématique des datas. Alors, Simbal l'évoquait tout à l'heure. Effectivement, il y a des données comportementales des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils écoutent, quels concerts ils vont voir, etc. Quels sont les artistes qui like sur Facebook et autres. Tout ça, c'est de la data. C'est ce qu'on appelle des big data. De ce côté-là, il y a aussi un certain nombre de problématiques qui font que le moteur coince un petit peu, hein, comme avec les données, les métadatas sur les œuvres, donc sur les auteurs, compositeurs, qui n'irriguent pas le système de la musique en ligne. Donc on ne peut pas naviguer dans les catalogues via les données d'édition musicale ou des auteurs, de composition, etc. On ne peut pas non plus, je dirais, accéder à toutes les données qui permettraient de créer des applications, d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, ou d'imaginer des applications tout à fait intéressantes d'un point de vue musical, hein, même sur un plan éducatif ou culturel, peu importe. Par exemple, c'est très difficile aujourd'hui d'accéder aux données, par exemple, très profondes, très en profondeur, des écoutes de Deezer. Alors évidemment, si je suis un label que j'ai dealé directement avec Deezer, je vais avoir accès aux données d'écoute de mes artistes, mais par exemple, si je suis un booker, un mec qui fait du booking, qui veut programmer cet artiste sur une tournée au niveau national, je ne vais pas avoir accès aux données de Deezer, parce que je ne suis pas le label, ce n'est pas moi qui ai directement licencié mon catalogue à Deezer, je ne vais pas avoir accès aux données d'autres artistes qui ne sont pas les miens, mais éventuellement je pourrais comparer aux miens, et ça me permettrait de savoir s'il va plutôt marcher dans telle ville ou dans telle autre, etc. Donc toutes ces données ne sont absolument pas accessibles, comme tu disais tout à l'heure, hein, effectivement, Pierre. Ces données sont des silos qui ne communiquent pas entre eux. Et on a quelques tiers de confiance qui commencent à se dire, bon, ben voilà, je vais aller signer un deal avec Deezer, un autre avec Spotify, etc. Et je vais pouvoir agréger toutes ces données sur une base anonyme et les partager un petit peu avec tout le monde en tant que tiers de confiance. Donc ça, c'est un univers à construire. Il y a quelque chose que je voulais dire, peut-être je vais très vite, mais j'étais assez étonné de voir qu'il y avait très peu de demandes. Une petite minute, bon ça va aller. Alors, je vais préciser des choses sur le lien entre les métadonnées et le secteur du live, par exemple. Donc, c'est assez étonnant de voir que le secteur du live, pour l'instant, reste assez distant de ces problématiques. Que là, il y a une grosse problématique d'accès aux données de la billetterie du live. On n'est pas dans le cadre de la data. Effectivement, il y a des problématiques d'accès aux données de la billetterie qui sont détenues par les opérateurs de billetterie qui ne les lâchent pas comme ça. Mais il y a aussi... je dirais, tout un tas de données qui sont intéressantes. Je citais le cas du booking, où les données du streaming sont intéressantes pour un booker, mais aussi les données des réseaux sociaux, etc. Je voulais parler de Pandora, qui a été cité tout à l'heure, qui est une radio interactive américaine, qui effectivement a un système qui lui permet de rapprocher des titres, des goûts d'un utilisateur, etc. Pandora a récemment acheté une société américaine qui s'appelle Next Big Sound, dans la spécialité de collecter des données sur les réseaux sociaux, donc les fameux likes, Facebook, etc., nombre de vues YouTube sur les artistes. Et ils ont racheté aussi un système de vente de billetterie en ligne qui s'appelle Ticketfly. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir recommander à leurs auditeurs des concerts et éventuellement des recommandations géolocalisées, effectivement, puisque la plupart des gens écoutent cette radio sur leur mobile, donc ils peuvent être géolocalisés. Et ils vont pouvoir vendre directement des billets de concert à leurs auditeurs. C'est-à-dire qu'ils auront aussi accès aux données de la billetterie. Donc ils vont avoir trois jeux de données qui seront les métadatas des œuvres. Effectivement, ils peuvent rapporter, c'est le socle de base, on peut rapporter une exploitation à une œuvre et à des ayants droit, on peut les payer, les rétribuer derrière. Ils vont avoir les métadonnées sémantiques du web, tout ce qui vient, tout ce qu'on arrive à percevoir sur les réseaux sociaux et autres, plus les métadonnées de la billetterie. Là, ils ont 3 jeux de métadonnées. Il n'y a aucun acteur actuellement sur le marché qui n'a accès à ces 3 jeux de métadonnées. On peut imaginer tout un tas d'applications, à partir du moment où on accède à ces 3 jeux de métadonnées, extrêmement optimisés, soit du point de vue de l'expérience de l'utilisateur, du point de vue d'optimiser son business, tout simplement. Et donc, il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus, et ça concerne directement le spectacle vivant, parce que vous le remarquez autant que moi, de plus en plus, le spectacle vivant devient une source de musique enregistrée sur Internet, dans le numérique, de manière générale. Il y a les captations, il y a toutes les captations mobiles des jeunes, il y a des captations officielles, etc. Et tout ça, c'est très peu renseigné
En tout cas, c'est très mal renseigné en termes de métadonnées. Et pour les exploitations ultérieures de ces contenus enregistrés qui proviennent du live, ça va être très problématique. Et pour la rémunération des ayants droit, déjà c'est très difficile de déterminer qui sont les ayants droit du captation, mais la rémunération de ces ayants droit va être encore plus compliquée. Et quand tu posais la question tout à l'heure, à savoir si derrière le numérique, il va y avoir de nouvelles sources de revenus pour le spectacle vivant, effectivement, les captations, par exemple, l'exploitation des captations, ça peut être une nouvelle source de revenus assez conséquente pour le spectacle vivant. Et on a une grave problématique en termes de métadonnées pour identifier les captations, les ayants droit des captations, etc. Ouais, je sais pas si, très bien, mais on va rester sur ce très bon exemple de la puissance qu'offrent ces métadonnées. Alors malheureusement, on a un petit peu dépassé largement la montre de ces matinées. Donc je pense qu'on ne va pas faire de questions-réponses, on les fera dans les coursives du Comédia ou autour du repas qui nous attend, puisqu'après avoir phosphoré largement ce matin en atelier, en plénière, on va se reposer avec quelques nourritures terrestres. Alors ça se passe de l'autre côté de la rue, une petite porte verte, et c'est un déjeuner qui a été qualifié de champêtre. Donc je vous laisserai vérifier ce qualificatif, et on se retrouve en tout début d'après-midi à partir de 14h pour la dernière plénière. Grand témoin, merci à tous, bon appétit.